19h, merci de nous rejoindre sur 24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'épuration ethnique se poursuit à Gaza. Cela fait 80 jours que l'occupation sioniste bombarde sans relâche l'enclave palestinienne, faisant plus de 20 400 victimes. L'hiver s'installe et le froid se fait ressentir. Les nombreux déplacés peinent à trouver de quoi se vêtir. Une situation alarmante sur laquelle nous reviendrons dans cette édition. Les Marocains signent une pétition appelant à soutenir la résistance palestinienne et à rompre avec la normalisation avec l'entité sioniste. Et puis clôture de la session extraordinaire des deux chambres du Parlement. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dans son discours dressé un bilan de son mandat présidentiel et fait quelques annonces, à retenir la récupération de plus de 30 milliards de dollars en argent et en biens. Le chef de l'État a également réaffirmé le soutien inconditionnel de l'Algérie aux causes palestiniennes et sahraouies. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'agression sioniste contre la bande de Gaza s'accentue. Ce lundi, faisant davantage de martyrs et de blessés, l'enclave toujours sous le feu des bombardements 80 jours après le 7 octobre. L'armée de l'occupation continue son épuration ethnique dans l'enclave palestinienne, n'épargnant ni hommes, ni femmes, ni enfants. C'est un véritable crime contre l'humanité qui se déroule à Gaza depuis bientôt 3 mois, alors qu'aucun cessez-le-feu ne se profile. Tristesse, peur et colère sont devenus le quotidien des Palestiniens. Vous allez le voir à l'écran, il ne se passe pas un jour sans que des funérailles n'aient lieu à Gaza. C'est le cas justement aujourd'hui à Khan Younes, où l'on enterre les victimes des bombardements survenus. انه يمحق قضيه غزه واليوم قاعد بينحرق على مرأى ومسمع العالم. بدنا راجل في كل الدول الاسلاميه يقف اليوم ويقول انه انا بدي ادافع عن غزه. لا طائرات ولا دبابات ولا نريد مدافع من عندك. لكن Et après les camps de Jénine et de Jabalia, les avions de guerre sionistes s'en sont pris ce lundi au camp d'Al-Marazi et d'Al-Borej, au centre de Gaza, faisant plus de 100 martyrs et des dizaines de blessés, principalement des enfants et des femmes. Le porte-parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-Qudra, a précisé que la frappe avait détruit un pâté de maisons habitées et que le bilan était susceptible de monter en raison du grand nombre de familles qui s'y trouvaient au moment du bombardement. Il était 2 heures du matin lorsque je me suis soudainement réveillé avec un grand bruit. J'ai crié alors que les rideaux et les murs de la maison s'effondraient sur nous pendant que nous dormions. Dans l'obscurité, j'ai tendu la main pour vérifier si mon petit allait bien. Il dormait à côté de moi, mais j'ai touché des décombres à la place. Que pouvais-je faire à ce moment-là? Il n'y avait ni lumière ni électricité à voir. C'est le visage cruel avec lequel ils nous combattent, bien sûr. Ma sœur et ses 2 enfants, son fils est un bébé de 2 semaines, le deuxième fils a 3 ans et son mari. Ils ont tous été tués, c'est toute la famille Abou Hamida qui a été décimée. Ils ont été déplacés d'Al-Borej dans le camp de réfugiés de Marazi, chez leur oncle. Quelle est leur faute? Ces enfants sont une couverture pour les Juifs, pour dire qu'ils l'ont fait, pour qu'ils puissent dire « Nous en avons tué un grand nombre et avons gagné ».
Ma fille avec ses enfants et son mari ainsi que toute la famille, tout le monde est mort. Ils ont été déplacés d'El Boreid et ensuite les ont tués à Marazi. Je confie en son Dieu pour qu'il apaise nos douleurs. À noter également que le système de santé à Raza est au bord de la rupture, alerte l'Organisation mondiale de la santé. Seuls quelques hôpitaux sont encore opérationnels avec très peu de moyens dans l'enclave. Le chef de l'OMS appelle une fois de plus à un cessez-le-feu, qualifiant la situation de tragique. Il affirme que les combats incessants et un nombre massif de blessés ont mis les capacités des hôpitaux à genoux et que les patients sont affamés. Et faute de médicaments et d'équipements, les volontaires ont du mal à s'occuper des nombreux déplacés. Ils affirment vivre dans des conditions inhumaines. Aujourd'hui et depuis plus d'un mois, nous essayons de servir les personnes déplacées ici avec des services minimes dans les conditions les plus désastreuses. Bien sûr, l'équipement dont nous disposons ici est limité et les médicaments ne sont pas disponibles. Nous essayons de nous débrouiller avec l'aide de ceux qui font des dons et de ceux qui donnent des choses très simples. Et bien sûr, à cause des conditions désastreuses et de l'eau polluée, les gens luttent ici. Il n'y a rien du tout, pas d'eau, pas de nourriture, rien. Les gens essayent de survivre et nous essayons de les servir avec très peu. Avant, je recevais un traitement à Khan Younes dans une clinique privée et mes médicaments y étaient disponibles. Maintenant, je viens dans cette tente et je ne les trouve pas. Donc, je prends les injections d'insuline pour mon diabète. Et il n'y a pas que les blessés qui ont besoin d'être pris en charge. Les hôpitaux de la région s'occupent également des patients malades, à l'image de ces Palestiniens sous dialyse qui souffrent aussi du manque de moyens. Regardez le témoignage de Nassim, jeune patient de 10 ans. Au lieu de recevoir un traitement de dialyse 4 jours par semaine et pendant 4 heures, je ne reçois un traitement que de 2 heures et 2 jours par semaine. Je veux que la guerre s'arrête afin que nous puissions rentrer chez nous et je reviendrai à ma vie normale. Je ne peux pas jouer et courir avec les enfants comme les autres. Nous le disions en titre, avec l'hiver qui s'installe, le froid se fait ressentir et les nombreux déplacés peinent à trouver de quoi se couvrir. Une situation alarmante pour les familles qui tentent de trouver des vêtements chauds pour leurs enfants. Un nouveau problème qui s'ajoute à la liste déjà bien trop longue. Mohamed Ali Ben Chaban. L'hiver apporte son lot de défis supplémentaires pour les habitants de Raza déplacés vivant dans des conditions difficiles. Parmi les préoccupations majeures, le besoin urgent de vêtements et de chaussures pour les enfants. Un souci majeur se fait sentir de manière cruelle. L'occupation nous a imposé un déplacement forcé, nous avons abandonné toutes nos maisons et nos biens. Aujourd'hui, nous et nos enfants vivons dans des tentes en nylon. Auparavant, nous vivions dignement dans nos maisons, mais aujourd'hui nous sommes humiliés, on est dans la rue. Nous récupérons de vieux vêtements pour habiller nos enfants et les protéger du froid de l'hiver. Nous ne savons pas quoi faire devant cette situation et combien de temps cette situation va durer et combien de temps ce siège va-t-il durer. Les commerçants rapportent une demande massive de vêtements usagés, soulignant l'ampleur du besoin au sein de la communauté. Les familles déjà confrontées aux conséquences dévastatrices du génocide luttent désormais contre les rigueurs de l'hiver. Avant la guerre, il y avait une demande, mais pas comme elle l'est aujourd'hui. En raison de la guerre et des personnes déplacées de Raza, Deir el-Balah est surpeuplé. Conséquence, les gens sollicitent davantage les magasins de vêtements d'occasion que pour les nouveaux magasins de vêtements, parce que les gens n'ont pas d'argent et qu'ils n'ont reçu qu'un salaire en 3 mois de guerre. Ils ont reçu un salaire une fois et leur situation est mauvaise.
De nombreuses familles se retrouvent dans des conditions de vie précaires, luttant pour répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants. La rareté des vêtements aggrave la situation, exposant les enfants à des risques accrus de maladies liées au froid et d'autres problèmes de santé. Cela fait donc 80 jours que la bande de Gaza se fait attaquer sans relâche, 80 jours que les familles palestiniennes sont détruites et que des enfants sont arrachés à leurs parents. Le bilan des victimes ne cesse d'augmenter devant l'inaction de la communauté internationale. Il a atteint les 20 424 victimes depuis le 7 octobre dernier, en majorité des femmes et des enfants. À noter également que plus de 54 000 civils ont été blessés. Face aux atrocités commises par l'occupant sioniste, la résistance riposte et élimine des soldats côté sioniste. La situation empire de jour en jour et de nombreuses zones de la bande de Gaza se retrouvent sans aucune aide humanitaire. Les aides n'arrivent pas jusqu'aux habitants de ces régions en raison d'un blocage imposé par l'entité sioniste. Les Palestiniens de Cisjordanie ne sont pas épargnés. Depuis bientôt 3 mois, les violences envers les Palestiniens de la région se sont intensifiées. Les campagnes d'arrestation aussi. Ce lundi, ce sont 9 Palestiniens qui ont été arrêtés par les forces sionistes à Jénine. Et puis sachez que le directeur général des affaires consulaires et la communauté nationale à l'étranger a reçu dimanche au siège du ministère algérien des Affaires étrangères des représentants des familles de la communauté nationale établie à Gaza. Il a assuré lors de cette rencontre que toutes les mesures et dispositions nécessaires avaient été prises pour mener à bien l'opération d'évacuation dans les meilleures conditions conformément aux instructions des hautes autorités nationales qui accordent une importance extrême au suivi de la situation de la communauté algérienne en Palestine occupée. Et puis le peuple marocain a massivement participé à la signature d'une pétition appelant à soutenir la résistance palestinienne et exigeant le retrait du Marsen des accords de normalisation avec l'entité sioniste. Les signataires de la pétition en question, rédigée en plusieurs langues, ont également appelé au soutien des populations assiégées dans la bande de Gaza et dans toute la Palestine occupée. ما يمنعنا هي هذه الأسوار والحدود الوهمية التي تحول بيننا وبين L'actualité en Algérie, marquée par la session extraordinaire des 2 chambres du Parlement, présidée aujourd'hui par le président algérien. Abdelmadjid Tebboune s'est adressé donc ce lundi à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies. Le président algérien a passé en revue dans son discours les réformes mises en œuvre au cours des 4 années de son mandat présidentiel, affirmant avoir fait du renforcement du caractère social de l'État la boussole de tous les efforts consentis. Abdelmadjid Tebboune a rappelé en ce sens les principales décisions prises pour améliorer le niveau de vie des citoyens, notamment l'augmentation des salaires et l'institution de l'allocation chômage. Abdelmadjid Tebboune a également fait quelques annonces lors de son discours, à retenir notamment la récupération de plus de 30 milliards de dollars en argent et en biens. Les fonds pillés sont représentés par des sommes d'argent, des biens immobiliers et industriels. Le président de la République a ajouté, je cite, que les démarches se poursuivent
pour récupérer les fonds perdus ou se transférer illicitement hors du pays, soulignant qu'un certain nombre de pays européens ont exprimé leur volonté pour restituer l'argent volé au peuple. Fin de citation. Le président Tebboune a par ailleurs renouvelé le soutien de l'Algérie au dossier palestinien et sahraoui, soulignant, je cite, que notre pays continuera à défendre farouchement les principes de sa guerre de libération et n'abandonnera pas les pays faibles. Fin de citation. Le président Tebboune a réitéré que l'Algérie est aux côtés de la Palestine, qu'elle soit oppresseur ou opprimée. Et concernant la question du Sahara occidental, le président Tebboune a indiqué qu'il s'agit d'une question de liquidation du colonialisme et non d'une haine à nos frères marocains. En Tunisie, le taux de participation aux élections locales à la fermeture de tous les bureaux de vote s'était établi à 11,66% dimanche soir, un score respectable selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Et justement, son président Farouk Bouaskar a rappelé que le scrutin s'était déroulé dans les 2155 circonscriptions électorales réparties sur les 24 provinces du pays, représentant les 2085 unités administratives élémentaires. Les résultats préliminaires seront proclamés au plus tard le 27 décembre. Au Tchad, les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre dernier ont été annoncés et le oui l'emporte à 86% contre 14% pour le non, selon la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Le nouveau texte est censé ouvrir la voie à des élections pour un retour au pouvoir des civils. Excellence, vote oui pour le projet de constitution. 4 270 897, soit 86. Taux de participation au référendum, 63,75%. Inscrits, 8 237 768. Votants, 5 251 668. Bulletins nuls, 285 324. Suffrages exprimés, 4 966 348. En Libye, et après 9 ans d'interruption, le gouvernement d'unité nationale a annoncé ce lundi la réouverture des opérations boursières pour les entités cotées sur le marché financier national. Une déclaration du gouvernement publiée sur sa page Facebook indique que le retour du travail au sein du marché boursier contribue à alléger les charges qui pèsent sur l'économie libyenne après avoir surmonté les difficultés que le marché a connues ces dernières années et qui l'ont amené à s'arrêter. C'est une énorme fierté en ce jour si spécial, nous qui célébrons au passage le 72e anniversaire du recouvrement de notre indépendance. Et en tant que gouvernement d'unité nationale, nous célébrons aussi cette bourse et ce marché financier. On a fait en sorte depuis quelque temps à ce que tout se déroule comme nous l'avions prévu, en créant un environnement sain pour les transactions. Nous incitons donc toutes les entreprises cotées à respecter les normes internationales dans la comptabilité, la gestion et dans les normes de transparence. Tous ces facteurs nous permettront de hausser le niveau du marché boursier, attirer aussi des investisseurs locaux et étrangers pour permettre l'épanouissement de l'économie nationale. On reste en Libye, le Conseil suprême d'État s'est penché ce lundi sur la situation politique actuelle, l'initiative de l'envoyé de l'ONU et les mesures exécutives après le dialogue. Un communiqué du Conseil indique que la commission des questions politiques du Conseil suprême de l'État libyen a tenu aujourd'hui donc une réunion avec le Rassemblement national des partis libyens au siège du Conseil, soulignant que les deux communautés ont exprimé leur désir de participer activement aux instances issues de l'accord politique.
On reste sur le continent, au moins 113 personnes ont été tuées entre samedi et dimanche lors d'une attaque à Mouchou, un village de l'État du Plateau dans le centre du Nigeria. Selon un responsable militaire, il y a eu un soulèvement après l'incident, mais la situation aurait été maîtrisée. Le gouverneur de l'État a condamné l'attaque, la qualifiant de barbare, brutale et injustifiée. Des agents de sécurité et des militaires ont été déployés après l'attaque pour surveiller la zone et éviter les troubles à l'ordre public. Et puis, ils sont des dizaines de milliers de Soudanais déplacés fuyant vers Port-Soudan en raison du conflit persistant entre les deux factions militaires rivales dans le pays après la guerre et les bombardements. Ils sont aujourd'hui confrontés à de nouvelles difficultés de vie, notamment la hausse des prix et les pénuries d'approvisionnement. L'approvisionnement en eau n'est pas disponible et l'approvisionnement en électricité n'est pas suffisant. Avec certain optimisme, ces problèmes pourraient être résolus dans 1 ou 2 mois. J'espère que le conflit armé au Soudan prendra bientôt fin parce que j'ai envie de retourner dans ma ville natale et reconstruire ma maison. Les gens viennent à Khartoum où les salaires stagnent et les conditions sont mauvaises, puis viennent à Port-Soudan. Cependant, à Port-Soudan, les prix des denrées alimentaires et les loyers sont élevés, ce qui signifie que la situation s'est encore aggravée. Beaucoup de gens n'ont pas les moyens de payer un loyer ou de séjourner dans un hôtel. Certains vivent dans des hôtels simples et de très bons marchés. J'en fais partie d'ailleurs. Beaucoup de gens ont commencé à retourner à Khartoum. Certains y sont retournés dès qu'ils ont appris que les forces de sécurité ont sécurisé la situation dans la capitale qui s'est légèrement améliorée. Dans un tout autre dossier, Moscou mènera sans faute une frappe contre des bases militaires étrangères en Ukraine. C'est ce qu'a affirmé Dmitry Medvedev sur Telegram. Le vice-président du Conseil de sécurité russe y fait référence à la déclaration sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine élaborée par l'Union européenne, affirmant que ce document n'est qu'un bout de papier inutile. Par ailleurs, l'armée de l'air ukrainienne a rapporté une nouvelle attaque nocturne de drones russes, affirmant avoir abattu 28 des 31 engins tirés. Des manifestants contestant les résultats des récentes législatives en Serbie ont attaqué la mairie de la capitale hier dimanche, brisant des fenêtres à coups de pierre. Avant d'être repoussé par la police, le président nationaliste serbe Aleksandar Vučić, dont le parti a été déclaré vainqueur des législatives du 17 décembre, a affirmé que 8 policiers avaient été grièvement blessés pendant la manifestation, tandis que plus de 35 personnes ont été arrêtées. I pored svoje zaštite. C'est la pierre qui a été lancée aux membres du ministère de l'Intérieur malgré les équipements de protection que nous avons utilisés. Nous sommes arrivés à une situation où nous avons eu 8 policiers blessés, dont un collègue grièvement touché. Des membres du ministère serbe de l'Intérieur ont été attaqués pendant 3 heures, s'abstenant d'intervenir, espérant que la violence ne s'intensifiera pas et que les individus violents cesseraient de les attaquer. La Russie accuse l'Occident de chercher à déstabiliser la situation en Serbie, où des manifestants contestant donc les résultats des récentes législatives ont attaqué la mairie à Belgrade. Le Kremlin affirme que la protestation électorale est alimentée par des forces soutenues par l'étranger. Il y a des organes électoraux, il y a aussi des observateurs qui n'ont constaté aucune violation qui pourrait jeter le doute sur la légitimité de l'élection. En outre, il existe des processus et des tentatives évidentes de la part de forces tierces, y compris de forces soutenues par l'étranger, pour provoquer des troubles à Belgrade. C'est ce que nous constatons. Nous sommes convaincus que les autorités de la République apporteront une légitimité au pays. Il s'agit uniquement d'une question intérieure pour la Serbie. La Serbie a un gouvernement légitime
légitime et à notre avis est en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires. Nous ne sommes jamais intervenus et nous n'allons nous ingérer dans les affaires intérieures d'aucun pays, en particulier les affaires intérieures de notre allié et partenaire serbe. Sport football avec ce rendez-vous tant attendu sur le continent africain, la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à 19 jours du coup d'envoi de la 34e édition. 24 nations s'apprêtent à se rendre en Côte d'Ivoire pour y participer. Et parmi elles, l'Algérie, menée par Djamel Belmadi, et qui compte bien décrocher une 3e étoile cette année. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.